Yann, bonjour. Ça va? Parfait, il fait beau, c'est belle journée. Alors aujourd'hui, tu vas nous... Alors je sais pas ce dont tu vas parler, mais je connais juste une bribe. Et je vais la balancer en intro. Je t'ai pas tout dit. Bah non, enfin, tu m'as rien dit. Tu m'as juste dit un petit truc. C'est-à-dire que tu vas nous parler d'une histoire d'amitié qui est née lorsque tu as failli faire un infarct à une personne lorsque tu faisais tes relevés pour pouvoir réaliser les moulages des marques lapidaires qui sont juste à ta gauche. Mais tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Bah oui, parce que d'abord on va parler de ce que tu... Et puis tu inséreras cette petite anecdote au gré de ce que tu as à nous dire. Écoute, je te suis. Bah c'est moi qui te suis. Parce Comme que toujours, improvisation totale. Bah oui, à la bonne franquette. Alors, on y va. On y va. Où sommes-nous? Nous sommes à Colmar, en Alsace, dans ma ville natale d'ailleurs. Toujours très fier de pouvoir le dire. Et à Colmar, il y a la plus belle maison, la plus belle demeure de Colmar est à mon sens, sans aucun doute, la maison Pfister. Donc là, tu peux voir, elle a été construite en 1537 et elle a quelque chose d'unique que malgré mes plus de 15 ans de recherche à travers la France et les pays limitrophes, j'ai pas trouvé un bâtiment qui ait autant de marques lapidaires. Bah, j'allais te demander combien est-ce que tu en as relevé? Ben là, il y en a 175. Je précise, il y a 175 marques, mais cela ne fait que 26 tailleurs de pierre. J'ai donc fait un relevé exhaustif pour indiquer exactement à quel endroit il y a la marque. Mais comme tu peux le voir, ce personnage-là, il réapparaît déjà 4 fois ici, tu vois. C'est le même. Ce que je voulais, c'était vraiment faire un relevé, parce que certaines marques, tu vois ici, illisibles, donc elles commencent à s'altérer, et puis elles finiront par disparaître. Donc il fallait faire un document précis, rigoureux, pour présenter exactement l'endroit exact des fenêtres Renaissance, l'endroit exact où on va retrouver ces marques. Ce qui est fascinant, c'est le nombre. Ce bâti, qui a donc été construit en 1537, et l'histoire est intéressante parce que c'est un bourgeois venu de Besançon, chapelier de métier, qui a décidé de s'installer à Colmar. Il décide de construire cette maison qui est à quelques dizaines de mètres de la collégiale de la ville. Et il nous construit un truc pareil. C'est époustouflant. Alors, on se pose toujours des questions. On se dit, ben, un chapelier, ça gagne bien sa vie, hein. Tant mieux. J'en suis ravi. Mais là, je trouvais ça un peu excessif. Et je suis toujours resté sur cette opinion en me disant, purée de bois, faire un bâti pareil, déjà 27 tailleurs de pierre. Quand on pense à une cathédrale, il n'y a jamais plus de 10 tailleurs de pierre à la fois. Lui, il a les moyens de s'en payer 26, ceci pour que le bâti se termine très vite. Quand j'ai les portes ouvertes pour les journées du patrimoine, je communique beaucoup avec les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent, et je leur demande de participer quand ils ont des idées pour que justement je puisse compléter les informations. Et dans la foule, il y a un monsieur qui me dit « Ah, mais monsieur Berlin, ce monsieur Scherer, il n'a pas fait fortune avec les chapeaux ?» C'est étonnant. Il dit « Oui, je suis de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et je suis très passionné par ces mines d'argent qui se trouvent dans ce coin-là. Eh bien, sachez qu'il avait des concessions de mines d'argent. » Ah ben voilà, ça me convient beaucoup mieux. Et d'où venait cette légende urbaine qu'il était chapelier? Cette histoire-là, elle est connue. Par contre, j'ignorais que ce monsieur avait d'autres ressources pour s'offrir un tel bâti, une telle bâtisse. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire, et c'est un passionné il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, c'est un passionné des mines d'argent qui se trouvent dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, qui m'a donc révélé l'histoire, puisqu'il a dû trouver dans les archives de Sainte-Marie-aux-Mines l'existence de ce monsieur et qu'il avait des concessions d'argent. C'était certainement un revenu beaucoup plus lucratif que la fabrication de chapeaux. Voilà la petite histoire. Donc, c'est un bâti de toute beauté. Il a été restauré il y a quelques années parce qu'il était évidemment régulièrement, la ville doit refaire ce genre de bâtiment.
Et il y a quelques années, eh ben, il fallait donc mettre un échafaudage sur cette énorme bâtisse. L'échafaudage couvrait le tout. Et évidemment, cet échafaudage était grillagé parce que sécurisé, pour sécuriser les gens qui habitent là-dedans ou les entreprises qui vivent là-dedans. Il m'a donc fallu une autorisation pour pouvoir accéder pendant que les ouvriers travaillaient à la restauration. Est-ce que c'était l'occasion qui a fait le larron? C'est-à-dire que tu as entrepris ton truc au moment où tu as découvert qu'il y avait la restauration avec les échafaudages? Évidemment. D'accord. Jamais je n'aurais pu faire un relevé aussi précis, parce que vu de la rue, même avec des jumelles et tout ça, on ne voit pas les marques. Elles ont en grande partie disparu sous les polychromes. Donc il faut être en face, à la hauteur, avec des éclairages spéciaux. C'est un travail de patience, tu t'en doutes. Donc, combien de temps ça t'a pris? J'y suis allé une bonne 8aine de jours, parce que j'ai vraiment passé centimètre carré après ça. J'en ai profité aussi pour bavarder avec les restauratrices de l'art, ces femmes qui ont fait un travail sublime au petit pinceau, à rattraper chaque petit polychrome. Toujours est-il que, inaccessibilité totale, porte verrouillée, on peut rentrer qu'avec les techniciens et les ouvriers au moment des travaux, et puis il faut sortir avec eux lorsque la journée se termine. Seulement moi, j'ai oublié l'horaire de sortie. Ce qui fait que les gars, ils ne sont pas préoccupés de moi, ils ont verrouillé le côté sécuritaire de l'échafaudage qui tournait tout autour du bâtiment, et me voilà emprisonné à l'extérieur sur cet échafaudage. J'ai essayé d'escalader, impossible. Parfaitement bien, sécurisé pour éviter tout vol. Alors me voilà, je crois qu'il y avait 7 niveaux, et puis je vois une lumière quelque part, je ne sais plus exactement si c'était... Parce que là, à ce moment-là, il fallait que tu trouves quelqu'un pour te faire sortir, sinon tu passais la nuit. J'avais 2 solutions. Passer la nuit là-bas ou m'échapper de ce piège. Donc, je remonte alors. À quelle période de l'année? Il faisait bon, c'était certainement au printemps, ça remonte à 7-8 ans. Donc, j'ai vu qu'il y avait une lumière là en haut, la nuit devait tomber déjà, et puis j'arrive à la hauteur de cette fenêtre et je vois une dame à l'intérieur qui travaillait sur son ordi. J'avais qu'une solution, c'était de frapper à la fenêtre qui donne dans le vide. Cette femme a rebondi sur son siège. C'est ce que tu disais tout à l'heure, heureusement qu'elle avait le cœur solide, comme quoi on peut faire quelquefois des erreurs. Elle aurait été fragile, je sais pas ce que j'aurais fait. En tous les cas, elle voit un bonhomme derrière la fenêtre dans le vide, donc je lui ai fait des grands signes, je lui ai expliqué, je suis enfermé, il faut m'aider, il faut que je passe par la fenêtre pour rentrer chez moi. Donc elle l'a bien sûr très bien pris, on a rigolé, on s'est revus par après, on a bu du champagne ensemble plus tard, champagne crément. Notre crément alsacien, qui est d'ailleurs très bon. Et puis cette dame absolument charmante qui travaillait dans son bureau, dans son entreprise, c'est une chef d'entreprise. Elle m'a donc permis d'enjamber la fenêtre et me permettre de rentrer normalement par les escaliers et par la porte d'entrée. Comme les plus belles histoires de Roméo et Juliette. C'est extraordinaire. Donc on est restés des amis. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est plus vu, mais ce sont des petites histoires quand on est passionné et qu'on en oublie plein de choses autour, l'horaire et tout et tout. Mais donc c'est pas tout, parce que tu as relevé cette quantité absolument astronomique de marques lapidaires, mais tu as aussi réalisé certaines reproductions en moulage. Alors, il faut qu'on retourne là-bas. Eh ben, faut qu'on y va, comme on dit. Il faut qu'on y va, tous les deux. Vous avez là-bas la reproduction informatisée, donc je les ai dessinées sur un ordi. Et là, vous avez effectivement quelques-unes de ces marques dans des rondes bosses. Tout le bâtiment se présente ainsi, avec des gravures en relief. C'est une pure merveille. J'en dis pas plus parce que si vous visitez Colmar, ne ratez pas la maison Pfister. C'est une... si vous visitez Colmar, allez sur glyptographie.fr, faites un petit mail à Claude. Et puis comme il est totalement désœuvré, il n'a rien à faire dans son manoir, il pourra vous accompagner. Est-ce qu'il y a des choses particulières à nous dire sur ces marques lapidaires, ou c'est simplement que... Écoute, comment ça se fait que tu aies sélectionné celle-ci plus que d'autres? Est-ce que c'était une question d'accessibilité pour les relever? Non, je suis très respectueux du bâti, et surtout,
les 95% des marques lapidaires sont sous les polychromes. Par conséquent, je ne peux pas me permettre de faire un moulage sur un polychrome et risquer de décoller une chose ancienne qui daterait du XVIe ou du XVIIe siècle. Donc, je n'ai pris les moules qu'à des endroits où il n'y avait pas de peinture. Ceci pour ne surtout pas altérer. C'est un principe, je fais ça n'importe où, même sur un bâti complètement isolé. Prendre un moulage, oui, mais dégrader la façade, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, dès qu'il y a un peu de polychrome, je touche pas. C'est sur ces paroles pleines de sagesse, de bon sens et de respect qu'on va se quitter une nouvelle fois. Mais si on se quitte une nouvelle fois, ça veut aussi dire qu'on va se donner rendez-vous une nouvelle fois pour le prochain épisode tourné ici au musée de la glyptographie de Colmar. Et si je cherchais un peu mes mots, c'est parce que je me disais dans ma tête, tiens, quel sera le prochain épisode? Mais on ne sait pas, car c'est toi, tu es un grand cuisinier, mais tu ne dévoiles jamais tes recettes, ni tes ingrédients, donc à chaque fois c'est toujours, on part un peu la fleur au fusil, tu sais ce que tu vas dire, tu sais les sujets que tu vas traiter, mais moi, soit je ne sais rien, soit je connais seulement quelques petites bribes d'introduction, comme c'était le cas pour cet épisode. Disons que dans mon musée, je suis le maître d'œuvre. Exactement. Merci Claude. Merci Yann, une fois de plus, d'avoir pris le temps de venir jusqu'au musée de la glyptographie. Bon, je viens pas à chaque fois pour chaque vidéo, hein. On s'est fait une semaine complète de tournage, on va pas vous mentir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yann. À très vite. À très vite. Salut, à très vite. Ciao.